Aujourd'hui, ça rigole pas, on va parler déterminisme et liberté. Ô spectateur innocent, as-tu librement cliqué sur cette vidéo? Oui, as-tu été déterminé par des forces qui te dépassent? Les conditions initiales de l'univers contenaient-elles déjà ton petit clic? Ou bien viens-tu à l'instant de troubler l'ordre cosmique par la seule force de ta volonté herculéenne? Je préfère ne pas répondre à tout cela pour l'instant car j'ai d'abord un compte à régler. Aujourd'hui, toi, je te prends à pile ou face. Les règles sont simples, je lance la pièce, elle tourne en l'air, elle retombe, et si c'est face, j'ai gagné. Stop! À cet instant précis, tandis que la pièce tourne en l'air, puis-je déjà savoir si elle va tomber sur face et si donc je vais gagner? Non, tout ce que je peux dire c'est qu'il y a en gros une chance sur deux pour que je gagne. Je saurai le résultat seulement quand la pièce sera retombée. Pour l'instant, c'est incertain. Mais cela veut-il dire que le résultat du lancer est indéterminé? Réfléchissons un peu à ce que fait la pièce. Elle suit une certaine trajectoire dans l'espace, elle tourne sur elle-même en montant et redescendant, et si elle fait tout ça, c'est en raison des forces qui s'exercent sur elle, suite à l'impulsion que je lui ai transmise avec mon pouce et à l'attraction de la Terre, etc. Tout son mouvement est déjà déterminé par les conditions initiales du lancer plus les lois de la nature. Et donc le résultat du lancer est déjà déterminé, même s'il reste incertain pour moi comme pour n'importe qui. Cet exemple simple nous montre une chose importante. L'incertitude n'implique pas l'indétermination. Notez qu'il y a souvent un peu de confusion sur ce point en raison de l'ambiguïté de la notion de possible. Au fond, je pourrais dire qu'encore à cet instant, il semble possible que la pièce tombe sur pile aussi bien que sur face. Par là, je veux seulement dire que c'est incertain. Peut-être que ce sera pile, peut-être que ce sera face. Ça, c'est ce qu'en philosophie on appelle le possible épistémique. Ça vient du grec épistémé qui signifie connaissance. Le possible épistémique, c'est en gros tout ce qui est compatible avec l'état de nos connaissances. Le peu que je sais du mouvement de la pièce ne me permet ni de dire si elle va tomber sur pile, ni si elle va tomber sur face, et donc les deux éventualités sont épistémiquement possibles. Mais en fait, le résultat du lancer est déjà déterminé, ce qui signifie qu'une seule des deux éventualités est réellement possible. L'autre éventualité est déjà impossible, réellement impossible. Même si à nous qui n'avons pas une connaissance parfaite, cela semble encore épistémiquement possible. En somme, la pièce n'a pas le choix de tomber sur pile ou face. Le choix est déjà fait, même si nous ne le connaissons pas encore. Maintenant, supposons qu'on n'ait pas de pièce pour jouer à pile ou face. Ah bah ça c'est très con. Mais tu tombes bien, tu vas faire la pièce, voilà. Dis ce que tu veux, pile ou face. C'est pas très réglementaire, mais ok. Alors, est-ce que je vais dire pile ou face? Stop! À cet instant-là, ce que tu vas choisir de dire, pile ou face, est-il déjà déterminé? Bah non, j'ai pas encore choisi, donc tu sais pas, et d'ailleurs même moi je sais pas. Parfois je me surprends. Mais ça montre seulement que personne n'est certain de ce que tu vas choisir, de la même façon que personne n'est certain du résultat de la pièce pendant qu'elle tourne encore en l'air. Et pourtant on a vu que le résultat du lancer est déjà déterminé, donc pourquoi ce serait pas la même chose avec toi? Bah non, justement, je suis pas comme une pièce. La pièce, elle a pas le choix, elle tombe comme elle doit tomber, elle peut pas tomber comme elle veut, soit sur face, soit sur pile. Moi au contraire, je fais ce que je veux, je peux vraiment choisir soit face, soit pile. Ah, je vois ce que tu veux dire. T'as un super pouvoir en fait. Tu crois? Oui, c'est le super pouvoir que les philosophes appellent liberté. Tu veux dire que tu es libre de choisir pile ou face. Ah oui, voilà, c'est ça. Je suis libre. Je suis super libre. Quand j'écris au tableau le mot liberté, que je le souligne, que je me tourne vers ma classe, je me dis toujours « Waouh, je ressemble tellement à l'idée qu'on se fait d'un prof de philo. La liberté. Homme libre toujours, tu chériras la mer. » Alors on va essayer d'éviter les vertiges métaphysiques et de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu es libre, et par exemple quand tu dis que tu choisis librement entre dire pile et dire face? Il y a, je pense, au moins deux idées sous-jacentes. D'une part, tu te considères comme libre en ceci que tu estimes pouvoir dire face aussi bien que pouvoir dire pile. Ta liberté ferait que ces deux événements sont également possibles. Et je parle bien de possibilités réelles, pas seulement épistémiques. En effet, si tu ne pouvais pas réellement dire pile, si ta seule possibilité en fait c'était de dire face, cela reviendra à dire qu'il est nécessaire et donc déjà déterminé que tu vas dire face. Et cette absence d'autres possibles te donnerait l'impression de ne pas être libre du coup. Voilà pour la première idée. Être libre suppose que l'on fait face à une multitude
multitude d'actions possibles, réellement possibles, entre lesquelles donc nous avons réellement le choix. Mais du coup, qu'est-ce qui va déterminer ton choix parmi toutes ces options possibles? Est-ce le hasard? Une action libre serait une action aléatoire? Mais non, pas du tout, au contraire. Ce qui va déterminer ton choix, c'est ta volonté, une volonté libre, comprise comme la faculté de se déterminer soi-même à agir. Quand tu dis que tu es libre de choisir de dire pile ou de dire face, tu veux dire que rien ne te détermine à choisir l'un plutôt que l'autre, sinon toi-même, ta propre volonté, toute seule comme une grande. Tu t'auto-détermines à ce choix. Il y a une formule de Rousseau qui résume joliment cette idée: l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est sympa. Voilà donc pour la deuxième idée, la liberté résiderait dans l'autonomie de la volonté. Être libre, c'est agir par soi-même, c'est s'auto-déterminer à agir. Alors notez que tous les philosophes sont loin d'être d'accord sur la définition de la liberté, mais en général ça tourne bien autour d'au moins un de ces deux aspects, le rapport à une multitude de choix possibles ou le rapport à l'autodétermination. Bon, alors, ça, ce serait un agent libre qui s'apprête à faire usage de sa liberté pour choisir de dire pile ou de dire face. Bon, maintenant supposons qu'on fasse une copie physique parfaite de cet agent. Et puis en fait, même on va faire une copie physique du monde entier auquel il appartient. C'est une expérience de pensée, ça coûtera pas plus cher de toute façon. On a donc maintenant deux agents libres, appelons-les A et B, et chacun s'apprête à faire son choix libre entre dire pile et dire face. A et B sont dans exactement les mêmes conditions initiales du point de vue physique, ils ont le même corps, le même cerveau, et ils sont entourés d'exactement le même univers physique à la particule près. Cependant, si l'on prend au sérieux l'idée qu'ils sont libres, il faudrait admettre que ceci pourrait tout à fait se passer. Pile. Face. Qui a gagné du coup? En effet, d'après ce qu'on a dit sur la liberté, si A et B sont libres, ça veut dire que chacun a réellement le choix. Chacun a réellement la possibilité de dire pile et aussi réellement la possibilité de dire face. Donc rien ne s'oppose à ce que dans un monde, c'est la possibilité dire pile qui se réalise, tandis que dans l'autre monde, c'est la possibilité dire face qui se réalise. Ça, c'est si l'on considère la possibilité sous l'angle des possibles. Maintenant, si on la regarde sous l'angle de l'autodétermination, on arrivera à une conclusion similaire. En effet, si, étant donné des conditions initiales, la volonté d'un agent se détermine toujours de la même façon, pile. Et c'est vraiment ma volonté et rien d'autre qui me détermine. Ça semble bien indiquer que ce qui détermine son choix, en fait, ce sont les conditions initiales où il est placé. Et donc sa volonté, au lieu d'être autonome, au lieu d'être véritablement libre, est en fait déterminée par ses conditions initiales. On en revient ainsi à l'idée qu'une volonté vraiment libre doit être telle que dans les mêmes conditions initiales, elle puisse déterminer différentes actions. En l'occurrence, soit dire pile, soit dire face. Mais en y réfléchissant un petit peu, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle variation? Eh bien, réfléchissons un petit peu. Le corps de A et le corps de B sont régis par les mêmes lois de la nature. Et en tout cas, à l'échelle d'un corps vivant, nous pouvons croire que ces lois sont parfaitement déterministes. C'est-à-dire qu'étant donné les mêmes conditions initiales, ces lois produiront les mêmes effets. C'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle, au commencement de cette vidéo, on était arrivé à la conclusion que le résultat du lancer de la pièce est déjà déterminé lorsque la pièce est en train de tourner en l'air. C'est qu'on suppose que les lois physiques qui régissent son mouvement sont déterministes. Et en effet, si je copiais le monde à cet instant, il ne fait aucun doute que le résultat du lancer serait le même dans tous les mondes copiés. Ici, je sens se lever le vent d'une objection à base d'indétermination quantique, de chat de Schrödinger et tout ça. Et comme j'ai pas envie de faire ce détour maintenant, je vais simplement dire à ceux que ça chatouille d'aller se gratter en allant voir ce que j'ai écrit dans la description pour expliquer pourquoi en fait c'est pas tout à fait pertinent par rapport à la liberté. Donc passons. Maintenant, si vous rejetez l'idée qu'il y a une âme ou un esprit immatériel qui serait aux commandes du corps. Et on a vu dans d'autres vidéos pourquoi c'est une position en effet difficile, très difficile à soutenir. Autrement dit, si vous êtes un tant soit peu matérialiste au sujet de l'esprit, et bien dans ce cas, puisque A et B ne sont jamais que deux objets strictement identiques du point de vue physique et mis dans les mêmes conditions initiales et soumis aux mêmes lois fondamentales, il devrait être impossible que l'un fasse une action que ne fera pas l'autre. Pas plus que deux pièces parfaitement identiques et lancées exactement de la même façon ne pourraient tomber l'une sur pile et l'autre sur face. Supposer le contraire, supposer une véritable liberté en l'homme, c'est lui conférer un véritable super pouvoir, celui d'enfreindre les lois de la nature. Au fond, supposer en l'homme une liberté telle qu'on l'a définie plus haut, c'est implicitement admettre une forme de dualisme, avec tous les problèmes que ça comporte. En effet, l'idée sous-jacente, c'est que l'homme n'est pas qu'un corps, c'est surtout
un esprit, une âme, un truc immatériel. Et c'est ce truc immatériel et presque divin qui est le siège de la volonté et la source de notre liberté. Et en un sens, oui, cela nous confère une sorte de pouvoir surnaturel grâce auquel un événement physique peut se produire sans cause physique. Littéralement comme un miracle. Je suis comme un petit dieu qui crée un nouvel ordre causal par chacune de mes volontés. Pour user de la belle formule de Spinoza, cela revient à considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Au sens où dans l'univers régi par les lois de la nature, l'homme serait comme une sorte de petite enclave indépendante, rebelle, où on ne sait trop pourquoi ces lois ne s'appliquent plus. Mais je vous avoue que tout ça sent un petit peu trop l'orgueil humain à mon goût. Je ne me sens pas l'âme à faire des miracles à tout bout de champ. Et si vous avez comme moi la simplicité de ne pas vous considérer comme autre chose qu'un organisme vivant, doté d'un système nerveux très complexe, certes, mais tout ce qu'il y a de plus matériel, il vous faudra bien arriver à la conclusion suivante: nous ne sommes pas réellement libres de nos actions. En tout cas pas au sens où nous avons défini la liberté. L'idée que nous nous déterminons nous-mêmes à agir, l'idée que nous avons réellement la possibilité de faire une chose plutôt qu'une autre, tout cela n'est qu'une illusion produite par l'ignorance des causes qui nous déterminent. En effet, comme je ne perçois pas vraiment ce qui me détermine à agir, je peux avoir l'impression que c'est moi seul qui m'y détermine. Et comme je ne sais pas à l'avance quelle action il est déterminé que je fasse, eh bien je peux croire qu'il est possible que je fasse une action plutôt qu'une autre. Mais ce n'est qu'un possible épistémique qui marque mon ignorance. En réalité, tout cela est déjà aussi bien déterminé que le résultat du lancer lorsque la pièce est en train de tourner en l'air.